3. Parce que l'eau toujours préfère la route facile qui a une perte de charge minimum. Par exemple, si vous n'avez pas équilibré votre réseau, l'eau chaude, l'eau chaude qui vient de la chaudière alimente au débit supérieur que vous avez calculé, la radiateur 1, radiateur 1, c'est-à-dire on a une température plus chaude dans la locale 1 et le radiateur 3 a une température plus froide que la température consignée. Que vous avez normalement faire cette installation pour avoir une température consignée, par exemple 20 degrés Celsius. Donc, il y a notre utilisation de le chauffage et les installations sont mises devant l'application des installations équilibrées sur un plan hydraulique, dans le but de garantir les débits requis de façon égale vers toutes les pièces. Dans une installation non équilibrée, logiquement, est le tronçon le plus proche de la protection ou moins résistant à la perte de charge qui reçoit le plus grand volume d'eau. Et c'est bien entendu le tronçon le plus éloigné qui en reçoit moins. La répartition inégale de l'eau entraîne soit une température ambiante insuffisante, soit trop élevée. Dans les deux cas, le confort thermique n'est pas au rendez-vous. Bon, le rôle de chaudière est très important. Le rôle de l'équilibrage est très important pour avoir un bon étude et une bonne réalisation des installations, soit de chauffage, soit de climatisation. C'est ça, par exemple, on a cette installation. Il est clair que le radiateur 3 est le plus éloigné, donc le radiateur 3 a la plus grande perte de charge. Mais si vous avez une grande installation où vous n'êtes pas sûr que un radiateur a la plus grande perte de charge, il faut calculer les pertes de charge pour chaque radiateur. Donc, par exemple, en période d'étude, vous avez par exemple un tableau sur Excel, par exemple, radiateur 1 a par exemple, je ne sais pas, 67, exemple, 76 par exemple, le mètre colonne d'eau, radiateur 2, 86, radiateur 3, 110. À partir de ce tableau, vous pouvez définir le radiateur le plus défavorisé. Après connaître le radiateur le plus défavorisé, il faut calculer le delta P accueilli. Par exemple, le radiateur 3 a 110 mètres colonnes d'eau. Votre mission est d'avoir le radiateur 1 et le radiateur 2 la même perte de charge, c'est-à-dire 110 mètres colonnes d'eau. La différence, par exemple, on crée 30 entre 90 et 110, 20 mètres colonnes d'eau. La mission de cette vanne est de créer cette différence, c'est-à-dire 20 mètres colonnes d'eau. Donc, on a deux principaux rôles des vannes d'équilibrage. Un, atteindre le point de fonctionnement calculé de réseau de chauffage et réglage de débit. Dans le cas, le débit de la pompe choisie est très grand. Bon, c'est-à-dire au réseau de retour de chaufferie. Vous avez étudié les pompes. Par exemple, vous avez un réseau, par exemple, de chauffage.
vous avez par exemple la courbe spécifique de pompe, par exemple ça. Est-ce qu'on peut avoir en exact la pompe pour le réseau? C'est pas possible parce que, par exemple, on prend le catalogue. Dans le catalogue, il donne des courbes caractéristiques de plusieurs pompes à travers par exemple, le point de fonction, à travers le débit de l'installation et la perte de charge, qui est la perte de charge des radiateurs le plus défavorisé. Après l'équilibrage, c'est la perte de charge de tous les radiateurs. On peut, par exemple, on peut faire le choix de pompe. Mais là, par exemple, on a le point de fonctionnement là. Mais on ne peut pas avoir une pompe, par exemple, qui dépasse, qu'on on a cette pompe sur la courbe spécifique de la pompe. Donc, on veut le choix de cette pompe, par exemple. Mais si on ne met pas une vanne d'équilibrage au retour de la chaudière, toujours les vannes d'équilibrage, les vannes d'isolement, tout type de vannes, mais au retour de préférence au retour des radiateurs. Pourquoi? Parce que toujours on a des brides, des raccordements. C'est ça les vannes d'équilibrage. C'est pour les petits diamètres, c'est ça pour les grands diamètres. Par exemple, toujours, si on a un grand diamètre, c'est ça la vanne d'équilibrage. On a deux tiges, ça pour, en général, pour calculer la différence de pression, pour calculer delta P créé. On crée la perte de charge par une genre de fermeture de la vanne. Par exemple, on fait ça par la suite. Donc, si on ne met pas cette vanne au retour de réseau, du retour principal du réseau, avec l'utilisation de cette pompe, on a le point de fonctionnement de l'installation sur cette courbe. Donc, on a une delta P, on a une débit supplémentaire. Cette débit supplémentaire, il perturbe le débit calculé. Donc, un certain local, on peut avoir une température supérieure à la température désirée. Où on a une delta P supplémentaire, ce qui influe, par exemple, favoriser les fluides d'eau et tout ça. Pour avoir une point de fonctionnement qui assure les débits calculés et le bon fonctionnement de l'installation, de préférence d'ajouter une vanne d'équilibrage au retour de réseau principal qui assure ce delta P à créer. Delta P, qui est la différence entre le point de fonctionnement et la courbe. Dans le cas, on a ajouté cette vanne. On n'a pas, par exemple, le réseau, la courbe de ce réseau. On a glissé sous courbe là. Par exemple, si on a ajouté
delta P créé par la vente d'équilibrage. Donc, on a créé, donc, on a avoir une intersection entre la courbe spécifique de réseau et la courbe spécifique de pompe. Donc, on a un point de fonctionnement idéal. C'est la première fonctionnement de la vente d'équilibrage. Est-ce qu'il y a de questions? Vous comprenez la première fonctionnement de la vente d'équilibrage? Bon, on continue. La deuxième utilisation de la vanne est l'utilisation traditionnelle. C'est l'équilibre de réseau hydraulique des radiateurs, crée des pertes de charge nécessaires, pour avoir une perte de charge équitable dans tout le réseau. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, en Algérie, on trouve la vente d'équilibrage du réseau principal parce que j'ai préparé mon cours pour avoir dans le règle de l'art et suivant la norme beaucoup plus européenne. En Europe, il exige l'utilisation de la vente d'équilibrage surtout pour équilibrer le point de fonctionnement. Dans le cas où vous avez utilisé un pompe à variateur de vitesse, vous n'avez pas besoin d'utiliser la vente d'équilibrage. En Algérie, c'est très difficile d'avoir cette conception. Par exemple, c'est la vente d'équilibrage pour les radiateurs, la vente d'équilibrage pour des grands diamètres et pour les réseaux. Toujours installer les ventes d'équilibrage aux ventes d'isolement au retour parce que pour améliorer l'isolation thermique de l'installation, pour limiter le perte d'énergie. Parce que si vous avez installé ces vannes au aller, vous perdez un petit peu de l'énergie produite au niveau de la chaufferie, au niveau de ces vannes. La méthode de dimensionnement des vannes d'équilibrage. Bon, on a plusieurs étapes. Après de connaître les pertes de charge des différents radiateurs de l'installation, on calcule les pertes de charge à créer afin d'avoir une perte de charge équitable avec le radiateur le plus défavorisé. Déjà, utiliser les impacts de construction de constructeurs de vannes d'équilibrage pour choisir les vannes correspondantes de votre installation. Installez toutes les vannes d'équilibrage 100% fermées. Ouvrez les vannes d'équilibrage par un nombre de tours déterminé dans les impacts, dépendant du débit de radiateur et la perte de charge créée. Bon, pour créer les pertes de charge, comment créer les pertes de charge? Et de créer un obstacle pour avoir une perte de charge singulière. Comment? On installe les vannes d'équilibrage et ces vannes sont fermées, par exemple, à 30%, à 40%, à 10%, suivant le calcul des nombres de tours. Par exemple, on voit ici, dans plusieurs marques, on met par exemple un clé.
par exemple, dans une calcul, on trouve que on doit ouvrir la vanne par exemple, 2,5 tours. 2,5, il est fermé 100%. On ouvre la vanne, par exemple, on met 2,5 tours. Donc, la vanne, par exemple, reste fermée à 20 à 30%, par exemple, qui suffit pour créer le perte de charge pour équilibrer, par exemple, les radiateurs. Après faire 6 tours, on ferme, par exemple, on déverrouille les vannes, par exemple, à l'aide d'un clé. On prend un exemple de dimensionnement, par exemple. On suppose qu'on a un circuit de radiateur à régler. Par exemple, vous avez un radiateur. Son débit égal à 2 mètres cubes par heure. Par exemple, là, 2 mètres cubes par heure. Sa perte de charge à créer, c'est pas sa perte de charge. Sa perte de charge à créer. La perte de charge supplémentaire pour équilibrer ce radiateur. Delta P est égal à 20 kPa. Et son diamètre, par exemple, 20 mm. Pour déterminer le nombre de tours, on doit utiliser la PAC qui est dans le catalogue, par exemple, de fabricants de la marque Danfoss. C'est une grande marque. Marque Danfoss. Diamètre nominal 20. Parce qu'on installe cette vanne sur le réseau de radiateurs qui au débit est égal à 20 mm. Dans cette APAC, on donne le delta P à créer, le débit nominal. Si on fait un croisement, on a 4,2 tours. On installe la vanne d'équilibrage fermée à 100%, puis on ouvre. On fait 4,2 tours, puis on ferme, on déverrouille. Bon, certains constructeurs fabriquent des organes de mesure. Des organes de mesure adaptés, par exemple, il y a qui est adapté pour plusieurs marques. Certaines marques exigent d'acheter, par exemple, ces appareils de mesure. Par exemple, pour assurer le bon réglage, vous pouvez utiliser ces appareils de mesure pour mesurer le perte de charge créé par ces vannes d'équilibrage. On a la première méthode, par exemple, pour ce fabricant, utiliser la bague. Sinon, si dans le cas général, on utilise toujours cette formule des vannes pour calculer, par exemple, ce fabricant donne soit utiliser le tableau, soit utiliser la vague. On a utilisé la vague pour première méthode. Deuxième méthode, on calcule la valeur de kV. Et suivant la valeur de kV, on trouve le nombre de tours de réglage. Le nombre de tours à faire pour régler la vanne. On calcule toujours dans notre exemple, on calcule le kV, K en mètre cube par heure, delta P en bar, la racine, est égal 2 sur la racine, le racine carré de 0,2, donc on a 4,5 mètres cubes par heure. Donc, on utilise ce tableau, par exemple, 4,58, on trouve 4,5 correspondant à 4,2 tours. Donc, pour ce radiateur, on installe, par exemple,
cette vanne, par exemple, cette vanne, on installe au retour, du radiateur, on installe cette vanne fermée 100%, puis après l'installation, après le remplissage et tout ça de l'installation, on ouvre la vanne à 4,2 trous. C'est comme ça en dimension en général les vannes d'équilibrage. Donc, on a deux utilisations des vannes d'équilibrage. Un, classique pour réguler les radiateurs. Après faire les calculs, connaissez le radiateur le plus défavorisé et calculer les pertes de charge de tous les radiateurs et déterminer les pertes de charge acquises pour les radiateurs restants. On peut mentionner facilement à travers les catalogues, soit utilisant la BAC ou calculer le coefficient KV des vannes et dimensionner votre vanne et connaissez le nombre de tours pour assurer le delta. La deuxième utilisation des vannes d'équilibrage est au retour de chaudière. Si vous avez une pompe classique qui n'utilise pas les variateurs de vitesse parce que la variateur de vitesse est comme le cerveau de la pompe, elle régule le delta P pour avoir le delta P nécessaire. On voit dans la section suivante. Mais si vous avez une pompe traditionnelle pour assurer le point de fonctionnement idéal, utiliser une vanne d'équilibrage qui assure le delta P acquis pour assurer un bon fonctionnement de votre installation et assurer le confort dans les locaux. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'équilibrage? Non, monsieur. On continue vers les pompes. Bon. Le dimensionnement des tuyauteries. Bon, pour dimensionnement un réseau hydraulique d'une installation de chauffage à eau chaude, il faudrait suivre les étapes suivantes. Tracer le schéma isométrique. C'est quoi le schéma isométrique? Le schéma isométrique, je ne peux pas montrer, je n'ai pas le tableau, mais c'est comme ça, le schéma isométrique. C'est ça le schéma isométrique. Par exemple, le schéma qui vous devez réaliser, par exemple, pour présenter les différents radiateurs, la position des différents radiateurs. Il y a des normes comment présenter le schéma isométrique. Par exemple, si vous avez vous savez monter la hauteur ou descend au niveau pas, par exemple. Le but de ce schéma est de présenter tous les radiateurs. Présenter tous les radiateurs. Vous mettez par exemple toutes les distances, les puissances des radiateurs. Pour bien calculer les pertes de charge, pour avoir par exemple pour bien nommer par exemple les tronçons, par exemple on a tronçon 1 qui a le même débit, puis le tronçon 2 par exemple qui alimente le radiateur 2 et 3. Le tronçon 3 qui alimente seul le radiateur 3, puis les mêmes tronçons au retour
Pour bien nommer ces tronçons, il faut démarrer toujours l'étude de l'installation hydraulique, l'étude de dimensionnement votre tuyauterie par tracer le schéma isométrique. C'est très nécessaire. Indiquer les puissances des radiateurs installés après le choix sur le catalogue de fabricant. Toujours après le choix, vous mettez les puissances à installer. Oubliez les puissances calculées, les puissances à installer. Parce que, comme on a fait au TD, on ne peut pas avoir, par exemple, un radiateur par exemple, de 12,3 éléments. On fait toujours le choix, par exemple, dans notre exemple, on fait le choix pour 13 éléments. Donc, pour le reste de dimensionnement de raison, on prend la puissance à installer de 13 éléments. Bon, calcule le débit de chaque radiateur ainsi que le débit de chaque portion de tuyau. Une portion est délimitée par un raccordement de tuyau à un corps de chauffe. C'est ça, tronçon. Appelle comme vous voulez. Tronçon, par exemple, on a le tronçon 1, le tronçon 2, le tronçon, par exemple, 3. L'aller au retour. Là, on a 3 en aller ou 3 au retour. Parce que le tronçon 1 qui conduit l'eau pour les 3 radiateurs, donc le débit de tronçon 1 égale la somme des débits de 3 radiateurs. Le tronçon 2 qui alimente les radiateurs 2 et 3, donc son débit est égal à la somme des 2 radiateurs. Le tronçon 3, son débit est égal au débit de radiateur 3. Et de la même façon pour le retour. On a 3 tronçons. Tronçon 1 pour le radiateur 3, tronçon 2 pour les 2 radiateurs, tronçon 3 pour les 3 radiateurs. Donc on a 6 tronçons. 6 tronçons avec les tronçons de 6 tronçons. Non, on a 5 tronçons. Parce que le tronçon de radiateur 3 est compris radiateur 3 et le retour a le même débit. On a 5 tronçons. 2 pour l'aller, 2 pour le retour et le 5e pour le radiateur 3. Numéro de chaque radiateur et chaque portion de la tuyauterie. Créer 2 tableaux. Un pour les portions de tuyaux et les obstacles singuliers, l'autre pour les radiateurs. Toujours, il faut organiser, il faut toujours travailler avec des tableaux en Excel, par exemple, par exemple, un tableau pour les radiateurs pour calculer tel débit, les pertes de charge de chaque radiateur, l'autre pour les tronçons de tuyauterie pour dimensionner les diamètres. Dimensionner les différentes portions utilisant les ABAC afin de déterminer ses coefficients de perte de charge linéaire, ses diamètres nominaux et ses vitesses réelles. Après connaître les vitesses réelles, calculer les pertes de charge singulières dans tous les obstacles. Donc, dans le tableau, vous indiquez chaque radiateur la valeur de xi qui est la perte de charge singulière, la somme. Donc, déterminer les pertes de charge totales que l'on subit dans son parcours de l'aller et de retour entre la chaudière et le radiateur pour chaque radiateur. Prendre la grande valeur de la perte de charge totale comme la hauteur manométrique de la pompe et le débit.
de la chaudière comme ça. Non. Le perte de charge et prend la perte de charge de radiateur le plus défavorisé, comme la hauteur manométrique de pompe, et le débit, c'est la somme de tous les radiateurs. Le débit de la chaudière est la somme de tous les radiateurs. C'est bon. Le dixième, calculer la différence. Calculer la différence entre la plus grande perte de charge totale, en général le plus éloigné, et le reste des radiateurs. Cette différence peut permettre le choix des vents d'équilibrage. Pour chaque radiateur, il faut calculer delta P à créer, qui est la différence entre la perte de charge du radiateur le plus éloigné, la plus grande perte de charge, moins la perte de charge de radiateur lui-même. Après connaître, vous savez les TP, vous savez les différentes pertes de charge, vous pouvez dimensionner votre vent d'équilibrage. On passe vers les pompes de chauffage. Les pompes sont des appareils qui sont responsables de vaincre la perte de charge totale de l'installation et transmettre le TP nécessaire pour chauffer tous les radiateurs. Le choix des pompes de l'installation de chauffage est donc dépendre de la perte de charge et le débit de l'installation de chauffage à partir des courbes de fonctionnement des pompes fournies par le fabricant. C'est clair. La fonction des pompes est bien sûr de vaincre la perte de charge et sa responsabilité de transmettre l'eau, de chauffer vers les différents radiateurs, les appareils de chauffe dans votre bâtiment. Bon, on dimensionne la pompe par connaître deux paramètres. Un, c'est le débit total nécessaire de l'installation. En général, c'est la somme de tous les débits des radiateurs. Le deuxième paramètre, c'est le delta P, c'est la perte de charge du radiateur le plus éloigné. Après l'équilibrage, c'est la perte de charge des radiateurs. On a tout type de pompes. Utilisées dans les installations de chauffage, suivant la nature de l'emplacement de rotor. C'est quoi le rotor? Vous connaissez le rotor et le starter. Vous étudiez, vous avez étudié les moteurs électriques. Bon, la pompe constituée en général de deux éléments principaux. Un, appelé le rotor, l'autre, le starter. Le starter est fixe. Le courant passe dans le starter et crée un champ magnétique roulant, champ magnétique qui entraîne le rotor. Le rotor qui est la partie mobile de la pompe. Bon, à cause de frottement et le passage aussi de l'électricité dans le rotor, ce rotor est chauffé. Pour refroidir, on a deux types. On a des pompes à rotor noyé. C'est des pompes où le rotor immergé dans l'eau, chauffé et refroidi par l'eau circulée. Ces pompes sont utilisées dans les petites installations telles que les résidences individuelles intégrées avec chaudière minérale, etc. Par exemple, avec les chaudières minérales, les petites installations, vous avez ce type de pompes. Des petites pompes
Ça, avec variateur de vitesse, normalement, sans variateur de vitesse, la pâte noire, on a dit, c'est la variateur de vitesse. Non, non, c'est pas le variateur de vitesse, c'est une petite pompe. Bon, c'est une pompe, par exemple, vous avez 3 vitesses, vous indiquez la vitesse 1 qui dépend d'une courbe spécifique, de vitesse 2, autre courbe spécifique, et la troisième vitesse, c'est autre. Vous avez, par exemple, le constructeur donne des 3 courbes pour cette pompe, suivant la vitesse choisie. Le rotor est refroidi par l'eau de l'installation. Ce type de pompe a une faible hauteur manométrique. En général, c'est pour les petites installations de chauffage comme des chaudières murales, des petits villas, par exemple. On a le deuxième type, des pompes à rotor non noyé. Par exemple, ces types. C'est des pompes verticales, par exemple. Des pompes à rotor non noyé, c'est des pompes qui ont des rotors non noyés refroidis avec l'air ambiant. Là, vous avez, par exemple, soit avec convection naturelle, soit avec convection forcée, utilisant des ventilateurs, ce qui entraîne un grand bruit. On trouve ces pompes dans les grandes installations telles que l'administration, hôpital, hôtel, des grandes installations, vous trouvez ça. C'est des pompes pour chauffage et de climatisation. C'est des grandes pompes. On peut diviser aussi les pompes suivant le type de fonction, suivant le type de fonctionnement, à vitesse fixe ou à vitesse variable. Il existe 2 types de circulateurs suivant le type de vitesse. À vitesse fixe, c'est des pompes traditionnelles qui marchent en vitesse fixe, quelles que soient les conditions d'installation. Par exemple, comme ces pompes, c'est à vitesse fixe. Le problème de ces pompes, par exemple, dans un réseau de chauffage, par exemple, si on installe ces pompes, on peut pas utiliser des vents thermostatiques. Pourquoi? Par exemple, si vous avez installé ces pompes, par exemple, on a ce réseau. Local 1, la température monte et atteint la température de confort. Par exemple, c'est le fonctionnement en mi-saison. Par exemple, au mois d'avril, la chaudière est en marche. Par exemple, certains locaux, la température est suffisamment grande. Donc, les vents thermostatiques, par exemple, si vous utilisez les vents thermostatiques, fermez l'alimentation des radiateurs 2 et 3, par exemple. Le débit diminue. Le débit, par exemple, ça diminue. Et la pression des pompes traditionnelles aussi diminue. Par exemple, si vous êtes, par exemple, c'est ça le point de fonctionnement. On connaît que la courbe caractéristique de réseau, si on diminue le débit, la pression des pompes diminue. Donc, la pompe fonctionne des conditions de mal conditions. Donc, on peut avoir la pompe, le moteur est chauffé et roulé en vide et la durée de vie, on peut pas avoir une grande durée de notre pompe. Et les pompes, c'est des grands investissements dans les grandes installations de chauffage et de climatisation. Donc, il faut
faire la conception des installations en prenant en compte les points conditions d'installation des pompes. Bon, on a deux solutions. On a deux solutions de ce problème, soit en utilisant des vannes 3 voies, entre l'aller et retour. Entre l'aller et retour, vannes 3 voies. De mélange ou de décharge, on voit ça dans les cours suivants. En utilisant des vannes 3 voies, par exemple, si radiateur 1 et 2 ne besoin pas le débit, à partir de 23 voies, donc on a un genre de décharge entre l'aller et le retour direct. Mais ça, c'est un gaspillage de l'énergie bon, il y a une régulation au niveau de brûleur, mais soit on utilise des vannes 3 voies pour assurer le même point de fonctionnement, le même point de fonctionnement de la pompe. On installe une vanne 3 voies après la pompe. On installe 23 fois après la pompe pour avoir un débit constant de la pompe. On a une deuxième solution, c'est utiliser une pompe à variation de vitesse. C'est quoi la variation de vitesse? C'est une boîte électronique qui régule, boîte électronique, n'a pas présenté dans normalement, c'est ça. Par exemple, c'est une pompe à rotor noyé avec variateur de vitesse. C'est quoi la variateur de vitesse? La variateur de vitesse, c'est un boîte électronique qui régule, c'est un régulateur qui règle l'intensité de l'électricité qui envoie vers le moteur. Par exemple, si vous avez par exemple, les besoins de chauffage est diminué. Par exemple, le radiateur 1. Exemple. Le radiateur 1. Et le radiateur 2, par exemple, sont fermés. Donc, on a un point de fonctionnement à peu près là. À peu près dans cette position. Le régulateur de vitesse varie la vitesse de façon que le point de fonctionnement, ce qu'on appelle la courbe, la courbe mais ça se transformer à cette position. Si le débit 1 et 2, par exemple, les radiateurs 1 et 2 sont fermés, donc l'utilisation des variateurs de vitesse permettre que la pompe varie sa courbe de fonctionnement, par exemple. Donc, on a une plage de fonctionnement, c'est ça. Donc, c'est ça, deux pompes jumelles. C'est avec la ligne, c'est là, un pompe. Si utiliser deux pompes en même temps, on a cette courbe. Sinon, on utilise un pompe et l'autre pour, par exemple, dans ces installations importantes, par exemple, hôpital, je ne sais pas, administration, on ne peut pas avoir, par exemple, un seul pompe. Il y a ce qu'on appelle des pompes jumelles. Par exemple, deux pompes, par exemple, comme ça, deux pompes pour une même tuyauterie. Si un en arrêt, l'autre, si un en panne, on déparle par l'autre. Un est une réserve. Sinon, on utilise deux. S'il y a, par exemple, une caractéristique assez spécifique, et il n'y a pas, par exemple, dans le marché, une pompe qui convainc
notre perte de charge, par exemple, qui est adéquate à notre raison, on peut utiliser ce type de pompe. Deux pompes on marche en même temps pour avoir ce plage de fonctionnement. Donc, dans ce type de pompe, on n'a pas une courbe, on a une plage de fonctionnement. Une plage de fonctionnement, ça. On fait le choix des pompes suivant une plage de fonctionnement. Puis, dans ce type d'installation, on n'installe pas en général les vannes à 3 voies, on installe toujours les vannes à 2 voies parce qu'on a des pompes qui régulent lui-même sa pression et son débit. Donc, les pompes à vitesse variable, c'est des pompes qu'on peut gérer sa vitesse de fonctionnement utilisant un variateur de vitesse électronique suivant l'ouverture et la fermeture des vannes 3 voies ou la fermeture des vannes thermostatiques dans ce type de pompes. Donc, on a deux types de pompes. On a une variation de vitesse avec une HMT fixe, une variation de vitesse avec une variation linéaire de débit. Par exemple, on a deux types de pompes à variation de vitesse, soit une variation de vitesse avec une HMT fixe. Par exemple, si on a une HMT importante, par exemple de grandes installations, par exemple, par exemple une installation des universités ou des complexes touristiques, par exemple, on a plusieurs sous-stations. On considère que ces radiateurs sont des sous-stations. Donc, on a la chaudière, c'est par exemple une chaudière centrale de protection d'eau chaude ou vapeur d'eau chaude. On parlait des pompes. Par exemple, si on a une HMT très importante, on opte le choix pour des pompes à HMT fixe. C'est quoi HMT fixe? On joue toujours cela. Par exemple, si toujours, par exemple, les sous-stations 1 et 2 sont fermées, par exemple, c'est pas fermé dans la les besoins sont. On a en mi-saison le débit, par exemple, des stations est faible. Le débit diminue, mais toujours on a un bloc à une HMT grand qui marche toujours. Donc, on a cette installation, on a c'est important. Donc, on prend le type de pompe de variateur de vitesse à HMT fixe, ce qui varie le débit, c'est une pression fixe qui garde. C'est quoi variateur de vitesse à pression constante? Il varie la vitesse, c'est-à-dire le débit de l'installation, mais toujours avec une pression d'installation constante. C'est ça le variateur de vitesse. Par exemple, il y a des types de variateurs qui font le choix. C'est l'installation. Si vous préférez de garder la pression constante, par exemple, ce type de pompe à variateur de vitesse à pression constante. La variation de débit est linéaire et la pression est constante. Par exemple, si vous savez la plage, ça, on a un autre type, une variation de vitesse avec une variation linéaire de débit. Par exemple, si vous avez une installation où les radiateurs sont très proches. Le radiateur, par exemple, dans une installation d'habitation, par exemple.
toutes les radiateurs, ça fait que des radiateurs. Et là, le radiateur, par exemple, plus éloigné, le local atteint sa température consignée. Donc, la pression diminue. Donc, on a une variation au débit et aux pressions. Bon, en général, le débit dans ce type de pompe, il varie en fonction linéaire avec la pression. Par exemple, si on a une diminution de pression et de débit pression en même temps, le variateur varie le point de fonctionnement de fonction linéaire. Par exemple, là, en fonction linéaire, suivant la plage de fonctionnement de la pompe. Bon, reste les prix de variateur de vitesse est très important. Donc, on voit par exemple ces types de pompes beaucoup plus dans les hôtels étoilés, dans les grandes chaînes des hôtels, des centres commerciaux, des hôpitaux. On trouve ces types de pompes à variateur de vitesse. Mais en général, en Algérie, il y a plusieurs types de variateurs de vitesse. J'ai travaillé plusieurs installations qu'on a installées, par exemple, Marriott de Constantine, Sheraton de Annaba. La plupart des pompes de climatisation sont des pompes à variation de vitesse, de la marque Willow et la marque Salomson. Mais dans la plupart, dans les écoles, tout ça, vous trouvez ce type de pompes. Des pompes normales traditionnelles, il faut prévoir des vannes 3 voies pour assurer une débit constant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur la séance d'aujourd'hui? Tout est clair. On termine aujourd'hui la séance. À la prochaine, صحفتكم. صافطور الشيخ. صافطور الشيخ. السلام عليكم.